Le SMS est arrivé pendant que l'airbag finissait de me brûler l'avant-bras. On se parle plus tard, je suis en conférence, ne m'attends pas. Et 2 minutes après, l'homme qui venait d'emboutir ma portière m'a regardé comme si on se connaissait déjà. Votre femme va me tuer si elle apprend ça. Sur le moment, j'ai cru qu'il parlait de l'accident. J'étais loin du compte. Je m'appelle Julien. J'ai 43 ans. J'habite à Lyon, dans un appartement correct du côté de Montplaisir. Pas assez grand pour se croire bourgeois. Pas assez petit pour se plaindre à table chez les autres. J'ai une fille de 15 ans, Clara, un métier stable dans l'audit interne, une obsession modérée pour les chiffres propres, et jusqu'à ce jeudi de novembre, une femme, Émilie, dont je pensais connaître les silences, les habitudes, les mensonges de confort, ceux que les couples se racontent pour éviter des discussions sur les courses, les beaux-parents et les week-ends chez des gens qu'on n'aime pas. L'accident n'avait rien de dramatique. Un feu orange, une rue humide, un utilitaire qui freine trop tard, ma Volvo qui encaisse, mon cou qui proteste, puis ce Kevin, 35 ans peut-être, manteau camel un peu trop soigné pour un jeudi à 17h, barbe taillée avec le sérieux des hommes qui se prennent pour une version premium d'eux-mêmes. Il descend, l'air nerveux, s'excuse, me tend ses papiers, puis il voit mon nom sur le constat. Et il a cette seconde de flottement, la petite panne de courant derrière les yeux. Julien Morel. Il répète, comme si ça lui faisait remonter quelque chose de désagréable. Je lui demande si on se connaît. Il répond trop vite que non. Évidemment non. Puis il ajoute, avec un rire sec, « C'est juste qu'Émilie m'a parlé d'un mari très carré. J'imaginais quelqu'un de plus vieux. » Il a compris son erreur une fraction trop tard. Moi, je l'ai encaissé comme on encaisse un mauvais diagnostic. Sans théâtre, sans bruit. Juste ce froid très net sous les côtes. Je l'ai regardé signer. Sa main tremblait légèrement. Il s'est repris avec une formule ridicule sur la conférence de Nantes. Comme si ça devait m'éclairer. Le problème, c'est qu'Émilie était censée être à Dijon pour un séminaire RH. Départ le matin, retour le lendemain. Elle me l'avait dit dans notre cuisine, entre la cafetière et le courrier du syndic, avec cet air las des gens très occupés. Je m'en souviens parce qu'elle m'avait aussi demandé si j'avais payé la mutuelle. Quand on ment avec assez d'assurance, on pense que les détails ménagers servent de certificat d'authenticité. C'est moi qui ai appelé l'assurance, moi qui ai pris les photos, moi qui ai dit à Kevin qu'on ferait marcher les procédures normales. Il m'a demandé 2 fois si j'étais sûr d'aller bien. La sollicitude des coupables est toujours un peu tactile. On a envie de se laver après. Sur le trajet du retour, j'ai relu le SMS d'Émilie 3 fois. Pas pour le contenu, pour le ton, froid, agacé, presque agressif. Ne m'attends pas. Ce n'était pas son style quand elle était vraiment au travail. Quand elle bossait tard, elle compensait. Elle envoyait un cœur, un désolé, une photo de salle de réunion triste avec une bouteille d'évian tiède. Là, rien. Juste la distance administrative, comme un recommandé avec accusé de réception. À la maison, Clara était déjà rentrée du lycée, affalée sur le canapé avec un chocolat chaud et une dissertation sur Camus qu'elle trouvait déprimante mais prétentieuse. Ce qui, à 15 ans, est une vraie critique littéraire. Je lui ai dit pour l'accrochage, elle a grimacé pour la voiture. Puis, elle m'a demandé où était sa mère. En conférence, j'ai répondu. Et le mot m'a laissé un goût métallique. J'ai préparé des pâtes, j'ai rangé la cuisine, j'ai mis ma veste au pressing mental des hommes qui veulent encore croire aux versions simples. Puis j'ai ouvert mon ordinateur. Pas pour fouiller. C'est ce qu'on dit au début. Pas pour fouiller. Juste pour vérifier une date. Une ville. Un programme. Quelque chose de banal. Sur le site de l'entreprise d'Émilie. Aucun événement à Dijon. Aucun séminaire RH cette semaine. J'ai pensé qu'il pouvait être interne. Non publié. Très bien. Soyons adultes. Soyons rationnels. Alors, j'ai regardé ses derniers messages WhatsApp sur l'écran familial de la tablette. Celui qu'elle oubliait souvent de déconnecter parce qu'elle pensait que la confiance était un abonnement, reconduit automatiquement. Il n'y avait rien de spectaculaire. Mais il y avait ce détail qui m'a arrêté net. Dans la conversation avec une collègue, à 15h12, Émilie écrivait « Je suis enfin arrivée à Nantes.
L'hôtel est sinistre. Nantes, pas Dijon. Enfin, arrivé. Pas en réunion. Pas avec l'équipe. Juste arrivé. Comme quelqu'un qui voyageait pour autre chose que des ressources humaines. J'ai refermé la tablette. Très calmement, avec cette sensation que mon salon venait de perdre 2 degrés, Clara riait dans sa chambre à une vidéo, la machine à laver tournait, le monde faisait son travail de décor ordinaire, et moi, je comprenais que quelque chose s'était déplacé sous mes pieds. Pas encore assez pour s'effondrer, juste assez pour me forcer à regarder où je mettais les miens. À 22h37, Émilie m'a envoyé une photo d'un verre de vin blanc et d'un coin de table. Journée interminable. J'ai répondu. Bon courage à Dijon. Elle a vu le message. Elle n'a pas répondu pendant 6 minutes. Puis elle a écrit. Tu sais ce que je veux dire. Oui. Justement, je commençais à le savoir. Et ce n'était que le début. Le lendemain matin, Émilie est rentrée à 8h20 avec la fatigue très appliquée des gens qui ont eu le temps de la répéter dans le miroir. Elle portait le même tailleur que la veille, mais pas de la même manière. La veste froissée, juste ce qu'il faut, les cheveux relevés à la hâte, le parfum remis par-dessus une autre odeur, celle des hôtels trop chauffés et des couloirs avec moquette grise. Elle a embrassé Clara sur le front, m'a lancé un nuit atroce en posant son sac sur la console, puis elle a filé sous la douche avant même que je puisse répondre. Ce qui tombait bien, je n'avais aucune envie de jouer au mari qui fait semblant de ne pas entendre les fissures dans les murs. J'ai servi le café, découpé une tartine, ouvert mon ordinateur portable sur le plan de charge du trimestre. Parce que je suis ce genre d'homme, quand ma vie privée devient floue, je mets des colonnes sur tout. Clara est partie au lycée et Émilie s'est assise en face de moi avec son mug. Dijon était un enfer. Elle a dit ça en remuant son café sans me regarder. J'ai demandé, d'un ton neutre, l'hôtel près de la gare ou celui vers le centre. Une question simple, un piège de débutant. Elle a choisi la mauvaise porte. Près du centre, a-t-elle répondu, avant d'ajouter qu'ils avaient dîné tard avec des prestataires. J'ai hoché la tête, poli comme un banquier qui laisse un client mentir jusqu'au découvert. Puis il y a eu ce petit miracle domestique que les infidèles détestent. La banalité. Son téléphone vibrait sur le plan de travail, pendant qu'elle allait chercher son chargeur. L'écran s'est allumé. Je n'ai pas eu besoin de le prendre. Juste de lever les yeux. Un message. Bien rentré. J'ai encore ton foulard dans la voiture. K. Pas un roman. Pas une déclaration. Juste la familiarité d'un homme qui n'a pas peur de laisser une trace, parce qu'il croit parler dans un angle mort. Quand elle est revenue, j'étais déjà en train de boire mon café. Elle a vu l'écran. Une ombre a traversé son visage. 1 seconde. Pas plus. Puis elle a retourné le téléphone avec un geste trop vif. Un collègue, a-t-elle lâché, comme on jette une serviette sur une fuite d'eau. Je n'ai rien répondu. Le silence est très utile. Il donne aux autres l'occasion de s'enfoncer seul. Elle est partie travailler vers 9h45. Après m'avoir demandé si le garage pouvait récupérer la voiture rapidement, j'ai dit oui. Puis j'ai attendu que l'ascenseur redescende. Et j'ai commencé. Pas une crise. Pas une scène. Un audit. Froid. Précis. Presque élégant. J'ai repris nos comptes communs. Les relevés. Les prélèvements. Les dépenses. Au début, rien que du très banal. L'électricité. La cantine de Clara. L'assurance habitation. Le virement à la copropriété. Puis, au milieu de la grisaille comptable, des lignes qui n'avaient pas la bonne couleur, des restaurants où nous n'étions pas allés, des débits à Nantes, à Villeurbanne, à Mâcon, des parkings d'hôtels, des achats dans une boutique de lingerie où Émilie ne mettait jamais les pieds sans me traîner comme témoin logistique, et surtout des retraits modestes, mais réguliers, assez petits pour ne pas attirer l'attention, assez nombreux pour raconter une autre vie. J'ai ouvert un tableur, date, montant, lieu, mode de paiement, commentaires. Les gens pensent que la jalousie crie. En réalité, elle classe, elle trie, elle exporte en PDF. À midi, j'ai appelé mon conseiller bancaire sous prétexte de faire le point sur notre prêt immobilier et la trésorerie du foyer. Une conversation passionnante, c'est-à-dire parfaitement française. Au bout de 7 minutes et 3 phrases sur les taux, il a mentionné un crédit renouvelable rattaché à Émilie. J'ai laissé un silence, puis demandé de quel crédit il parlait.
Il m'a répondu avec la prudence embarrassée des hommes qui sentent qu'ils viennent d'ouvrir une porte qui devait rester fermée. Émilie avait souscrit, 6 mois plus tôt, un prêt personnel de 15 000 € avec une carte associée, à son nom seul, domiciliée sur un ancien relevé électronique auquel je n'avais plus accès. J'ai remercié, raccroché et regardé la cuisine comme si quelqu'un y avait déplacé les meubles pendant mon absence. 15 000 €, pas pour des chaussures, pas pour des déjeuners, pas pour un caprice de milieu de vie. C'était le genre de somme qui sert à couvrir des trous, des urgences ou des bêtises qu'on espère temporaires. Kevin a cessé d'être un simple amant à cet instant précis. Il a commencé à ressembler à un problème. Dans l'après-midi, j'ai récupéré la facture détaillée de notre abonnement téléphonique. J'y ai trouvé un numéro appelé à des heures absurdes. Tôt le matin, tard la nuit, toujours bref, jamais innocent. J'ai croisé avec les jours où Émilie prétendait être en déplacement, puis avec les paiements dans les hôtels, puis avec les notes de parking, et j'ai vu le dessin apparaître comme une photo dans un bain chimique. Les rendez-vous, les trajets, les mensonges, la mécanique complète. Si j'avais été moins calme, j'aurais probablement cassé quelque chose. Au lieu de ça, j'ai corrigé une formule Excel. Quand Émilie est rentrée le soir, elle m'a trouvé en train d'aider Clara à réviser l'histoire. La guerre froide sur la table de la salle à manger, une très bonne métaphore. Elle s'est approchée de moi, a posé une main légère sur mon épaule. « Tu m'en veux pour hier. » J'ai levé les yeux vers elle avec un sourire poli. « Pour Dijon ou pour Nantes ?» Son visage n'a presque pas bougé. Presque. « Tu deviens parano », a-t-elle soufflé. Cette phrase m'a fait l'effet d'un tampon administratif. Sèche, prévisible, insultante par paresse. Clara nous a regardés tous les deux. Attentive, trop intelligente pour son âge. J'ai répondu tranquillement. Non, Émilie, je deviens précis. Et à cet instant, j'ai compris 2 choses. La première, c'est qu'elle continuerait à mentir, même devant l'évidence. La seconde, c'est que je devais arrêter de chercher si elle me trompait, et commencer à découvrir avec qui, pourquoi, et combien ça nous avait déjà coûté. Le soir même, j'ai noté le numéro de Kevin sur un carnet, et j'ai décidé de le suivre, une seule fois, pour voir si la réalité avait le même visage que mes comptes bancaires. Suivre sa propre femme dans Lyon. C'est découvrir que la ville a beaucoup d'endroits pour mentir proprement. Des brasseries avec banquettes en velours où personne ne remarque les regards trop longs. Des parkings souterrains où les gens disparaissent avec la dignité de ceux qui pensent encore contrôler le récit. Des hôtels près de Perrache qui se donnent des airs de discrétion haut de gamme alors qu'ils sentent le désodorisant et la mauvaise idée. Le mardi suivant, Émilie m'a annoncé un déjeuner fournisseur à la Pardieu. J'ai hoché la tête, demandé si elle rentrerait pour le dîner. Elle a répondu « Ça dépend ». Traduction conjugale assez connue. Ça dépend surtout de qui paie la chambre. J'ai laissé passer 20 minutes. Puis j'ai pris la voiture de location du garage, celle qui avait l'avantage d'être aussi anonyme qu'un avis d'imposition. Je l'ai vue sortir de son bureau, non pas avec des collègues, ce qui aurait eu un certain panache logistique, mais seule, téléphone à la main, sourire de côté, cette expression qu'elle n'avait plus à la maison depuis des mois. Elle a marché jusqu'à un café avenue Georges Pompidou. Kevin l'attendait déjà en terrasse, manteau marine, montre voyante, posture de type persuadé qu'un blazer bien coupé efface les dettes. Il s'est levé, l'a embrassé avec cette aisance des gens qui se croient dans un film français, alors qu'ils sont surtout dans une faute de goût. J'étais garé un peu plus loin, juste assez pour les voir sans être vu. Ils ont déjeuné 1h22. Oui, j'ai chronométré. Chacun ses loisirs. À plusieurs reprises, Kevin a glissé quelque chose vers elle. Des papiers, peut-être, ou des captures d'écran sur son téléphone. Émilie avait l'air tendue. Pas romantique. Tendue comme une cadre, qui découvre que la réunion informelle coûte plus cher que prévu. Après le café, ils se sont séparés. Elle est repartie à pied. Lui a pris sa voiture. Une Audi d'occasion trop brillante. J'ai relevé la plaque. Le soir même, par un ami d'un ami. J'ai obtenu assez d'informations pour comprendre que Kevin Delorme n'était pas seulement un abruti disponible en semaine. Il dirigeait une petite structure de conseil commercial dont le chiffre d'affaires avait le charme abstrait des montages fragiles,
Plusieurs changements d'adresse, une procédure prud'homale ancienne, des retards de cotisation, et surtout un nom qui revenait dans 2 histoires de factures contestées. Rien de spectaculaire encore, juste cette odeur de dossier qui chauffe. Le jeudi, j'ai recommencé. Émilie m'avait parlé d'un rendez-vous CAF pour la mère d'une collègue. Mensonge créatif, mais mal calibré. Personne n'invente la CAF sans mériter une sanction morale. Cette fois, ils ont quitté Lyon. Direction un hôtel à Vienne. Discret, propre, impersonnel. Exactement ce qu'il faut pour les gens qui se racontent qu'ils ne font de mal à personne. Je les ai vus entrer. Pas besoin de plus. Il y a un moment où la pudeur n'est plus pour eux. Elle est pour soi. Je suis resté dans la voiture 10 minutes. Main posée sur le volant. Respiration lente. Pas pour éviter de pleurer. Je n'avais pas envie de pleurer. Pour éviter de faire quelque chose de stupide et d'irrécupérable. Puis je suis parti. J'ai passé la soirée chez mon frère Antoine, à Villeurbanne, sans lui dire toute la vérité. Juste assez pour qu'il me serve un verre et me conseille de ne pas finir aux 20h pour une histoire de trahison bourgeoise. Antoine a le sens du réconfort comme un contrôleur SNCF, brutal mais utile. Il m'a quand même donné le numéro d'une amie avocate, Maître Lenoir, spécialisée en divorce et remarquablement allergique au mélodrame. Je l'ai vue le lendemain dans son cabinet, près des Brotteaux. Elle a feuilleté mes relevés, mes captures, mes notes, puis elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Votre femme vous trompe probablement, mais ce qui m'intéresse davantage, c'est le prêt caché, la carte dissimulée et l'éventuel détournement de ressources communes. Là, on quitte le théâtre conjugal pour entrer dans le dur. J'ai apprécié la formule. On se sent mieux quand son malheur devient un dossier techniquement solide. Elle m'a conseillé 2 choses. Ne rien confronter trop tôt et documenter tout, légalement, sobrement, sans espionnage grotesque ni accès frauduleux. Vous voulez gagner du temps, la garde de votre fille et votre appartement, pas un concours de dignité blessée. J'ai répondu que la dignité blessée ne m'intéressait pas, seulement la version finale. En rentrant, j'ai trouvé Clara dans la cuisine, en train de faire griller du pain et d'ignorer très fort son téléphone. Maman ment. Elle a dit ça sans lever les yeux. Comme on annonce qu'il va pleuvoir. Je me suis arrêté. Elle a ajouté. Je sais pas sur quoi exactement, mais elle ment. Et elle est bizarre depuis des mois. Elle devient agressive dès qu'on lui pose une question simple. Les enfants voient tout. Ils n'ont juste pas encore le cynisme pour l'expliquer. Je lui ai demandé si sa mère lui avait parlé de Kevin. Elle a haussé les épaules. J'ai vu ce nom plusieurs fois sur l'écran de la voiture en Bluetooth. Elle coupait toujours très vite. J'ai compris à cet instant que cette histoire salissait déjà plus que mon couple. Elle entrait dans la maison, dans les repas, dans le regard de ma fille. Et ça, je ne le pardonnais pas. Pas parce que j'étais un mari trahi. Cette fonction me paraissait soudain assez secondaire. Mais parce que j'étais un père. Et qu'on avait utilisé notre stabilité comme décor pour une liaison de comptoir avec option bancaire. Ce soir-là, j'ai créé un dossier papier, pas numérique. Papier, chemise cartonnée, intercalaire, date, pièce, observation, presque obscène de rigueur. Sur la couverture, j'ai écrit au stylo noir « Émilie, Kevin, finance ». Puis j'ai glissé dedans la photo de la voiture de Kevin devant l'hôtel de Vienne. Et en dessous, une note très simple. Ce n'est pas une histoire d'amour, c'est une opération. Et j'étais sur le point de découvrir jusqu'où elle allait réellement. À partir du moment où j'ai cessé de voir Kevin comme un amant et commencé à le considérer comme un passif toxique avec des chaussures italiennes, tout est devenu plus simple, presque reposant. Il suffisait de remonter les flux, les habitudes, les dépendances. On découvre beaucoup de choses sur les gens en regardant non pas ce qu'ils disent, mais ce qu'ils doivent. J'ai donc élargi le cadre, d'abord proprement. Un café avec un ancien collègue, passé par le contrôle conformité d'une banque, puis un déjeuner avec une connaissance de Maître Lenoir qui travaillait dans l'assurance crédit. Rien d'illégal, rien de romanesque, juste cette vieille compétence française qui consiste à comprendre un système en parlant à ceux qui ramassent les dégâts quand il explose. Kevin Delorme apparaissait partout de la même façon, poli en façade, fuyant sur les chiffres, charmant
avec les gens qui n'ouvrent jamais les annexes. Il avait monté sa société de conseil sur du vent, vivait à crédit, faisait circuler de l'argent entre comptes, repoussait ses échéances avec l'énergie d'un homme, persuadé que l'élégance vaut solvabilité. Et surtout, il était déjà signalé en interne chez l'un de ses clients pour des notes de frais créatives, formule délicieuse pour éviter le mot fraude avant d'avoir le dossier complet. En parallèle, j'ai continué à documenter. Émilie, ses déplacements, ses dépenses, ses trous d'agenda, ses changements d'humeur, elle passait de la douceur appliquée à l'irritation sèche avec la souplesse d'une comédienne en fin de tournée. Un soir, elle m'a demandé si je pouvais avancer le règlement d'une réparation pour sa voiture. J'ai répondu que nos comptes devaient d'abord être clarifiés. Elle m'a fixé comme si j'étais devenu subitement vulgaire. « Tu contrôles tout ?» J'ai presque souri, venant d'une femme qui finançait discrètement un homme en chute libre. La remarque avait un certain panache involontaire. Puis j'ai trouvé mieux, ou pire, selon l'humeur, en recoupant les paiements de la carte cachée avec ses mails professionnels imprimés négligemment à la maison. J'ai compris qu'Émilie ne payait pas seulement des hôtels et des restaurants. Elle couvrait aussi Kevin sur des dépenses maquillées. Réservation, matériel, déplacement. Une partie passait comme frais clients. Une autre sortait de son prêt personnel. Elle ne s'était pas contentée de tromper. Elle avait investi. C'était presque entrepreneurial. Un mardi, j'ai vu Kevin entrer dans les bureaux d'un de ses clients avec un sac en cuir et en ressortir 40 minutes plus tard, le visage fermé, puis s'arrêter sur un parking pour hurler au téléphone. Même à distance, on reconnaît la voix d'un homme qui comprend qu'un tapis commence à glisser sous ses chaussures. C'est ce jour-là que j'ai décidé d'accélérer. Pas avec un scandale. Les scandales nourrissent les menteurs, avec des faits anonymes, froids, vérifiables. J'ai transmis, de manière impossible à rattacher à moi, un dossier synthétique au service conformité de son principal client. Date, incohérence de facturation, déplacements incompatibles, doublons de remboursement. Rien d'accusatoire, juste la vérité rangée avec assez de méthode pour devenir dangereuse. Dans le même temps, j'ai trouvé le nom de sa femme, Sophie, professeure des écoles à Caluire, 2 enfants. Une existence qui ne méritait pas d'être le dernier service après-vente d'un mari défectueux. Je ne l'ai pas appelée, je lui ai adressé une enveloppe, sobre, sans vengeance décorative. Quelques copies, quelques dates, une photo de l'hôtel de Vienne. Et cette phrase « Vous ferez de ces éléments ce qui vous semblera juste ». Les conséquences ont commencé plus vite que prévu. Kevin a reçu un contrôle interne, puis une suspension de mission, puis des demandes d'explications qu'il ne pouvait plus noyer sous son sourire de salon. Sophie, elle, n'a pas hurlé sur les réseaux, ni cassé des assiettes, comme dans les séries, pour gens fatigués. Elle l'a mis dehors, a gelé l'accès à un compte commun, et l'a signalé à son beau-frère, expert comptable, détail délicieux, dans certaines familles françaises. La vengeance porte des lunettes et maîtrise Excel. Quant à Émilie, elle sentait la pression sans en voir la source. Kevin l'appelait davantage, plus longtemps, parfois 20 fois dans la journée. Elle s'isolait sur le balcon, chuchotait, revenait pâle. Un soir, je l'ai entendu souffler. « Je t'ai déjà aidé. Je peux pas sortir encore 10 000 euros. Julien regarde les comptes. » Cette phrase m'a traversé comme une lame glacée. Non pas 10 000 euros théoriques, 10 000 de plus. Donc il y avait eu avant, bien davantage. J'ai fait ce que font les hommes calmes quand ils veulent terminer proprement. J'ai consolidé. Inventaire des biens. Copie du titre de propriété. Preuve des remboursements venant majoritairement de mon compte. Échange sur Clara. Attestation de présence. Historique des trajets scolaires. Relevé de dépenses. Prêt caché. Carte cachée. Hôtel. Virement. Tout. Maître Lenoir a refermé le dossier avec un petit bruit sec et a dit « Maintenant, vous choisissez la mise en scène. » J'ai répondu que je ne voulais aucune scène, juste une fin. Elle a eu ce demi-sourire des gens qui savent que la vraie cruauté n'élève jamais la voix. Alors j'ai attendu encore une semaine, le temps que Kevin s'enfonce davantage, qu'Émilie perde son aplomb, qu'aucune issue simple ne reste ouverte. Et le vendredi soir, pendant qu'elle retirait ses boucles d'oreilles devant le miroir de l'entrée,
comme si notre vie était encore une chose stable, j'ai posé sur la table basse une chemise cartonnée grise, épaisse, impeccablement ordonnée. Elle a regardé la couverture, puis moi, et pour la première fois depuis des mois, elle a cessé de jouer, parce qu'elle venait enfin de comprendre que je savais tout, ou presque, et qu'il ne lui restait plus qu'à découvrir à quel point j'avais été méthodique. Émilie n'a pas ouvert la chemise tout de suite. Elle l'a touchée du bout des doigts, comme si elle pouvait deviner son contenu par miracle. Puis, elle a vu les intercalaires, les dates, les relevés, les photos, le prêt caché, la carte dissimulée, les hôtels, les virements, le nom de Kevin partout, et son visage s'est vidé d'un coup. Pas de larmes, pas de crise, juste ce moment rare où quelqu'un comprend que le mensonge est terminé et que le réel, lui, est beaucoup moins théâtral. Julien, je peux expliquer. J'ai levé la main, calmement. Non, tu peux écouter. Je lui ai dit qu'elle avait 1 heure pour préparer quelques affaires, qu'elle quitterait l'appartement le soir même, qu'à partir de maintenant, toute communication passerait par mon avocate pour le divorce, et que si elle voulait éviter d'ajouter le ridicule à la catastrophe, elle signerait sans jouer à la victime. Elle a tenté le grand classique, l'erreur, la confusion, la solitude, le besoin d'air, tout ce vocabulaire des gens qui trahissent, puis découvrent soudain la philosophie. Je l'ai laissé parler 30 secondes, par politesse. Puis j'ai ajouté « Kevin est fini, toi aussi dans cette maison. La seule question, c'est à quel point tu veux que ça reste propre. » Elle a blêmi quand j'ai mentionné l'enquête interne. Sa femme, les dettes, les fraudes, le reste. Elle a compris que l'histoire lui échappait déjà, que Kevin n'était plus un refuge, mais un poids mort, et qu'elle s'était attachée à un homme qui coulait en l'entraînant avec lui. Elle a voulu savoir depuis quand je savais. J'ai répondu « Depuis assez longtemps pour ne plus rien ressentir. » C'était vrai. Le chagrin s'était usé en méthode. À 22 heures, elle est partie chez une amie, avec 2 valises et la dignité froissée des gens qui confondent encore conséquences et injustice. Le lendemain, j'ai parlé à Clara. Pas comme à un enfant qu'on protège avec des demi-vérités, comme à une fille intelligente qui avait déjà compris l'essentiel. Je lui ai dit que sa mère avait menti, qu'elle avait trahi notre famille, qu'il y aurait un divorce. Clara a fermé les yeux 2 secondes, puis elle m'a demandé seulement « Je reste ici, d'accord ?» J'ai répondu oui, et pour la première fois depuis des mois, j'ai senti quelque chose de simple, du soulagement. La suite a été administrative, donc impitoyable. Kevin a perdu ses derniers contrats, puis sa liberté, rattrapée par ses montages et ses faux frais. Émilie, elle, a perdu bien plus vite que prévu. Sa réputation au travail, son image de femme irréprochable, puis toute marge de négociation dans le divorce, l'appartement est resté à moi. Clara aussi, par choix autant que par droit. Et un matin de septembre, devant le notaire, j'ai signé les derniers papiers, avec la tranquillité d'un homme, qui referme enfin une porte sans envie de la rouvrir. Quelques mois plus tard, Émilie a tenté de reprendre contact. Un message long, presque humble, pour rediscuter calmement. J'ai lu sans colère, sans satisfaction, sans rien. C'était peut-être ça, la vraie fin. Non pas gagner, mais ne plus être atteint. J'ai supprimé le message. Puis je suis allé chercher Clara au lycée. On a pris des pains au chocolat à la boulangerie du coin. Elle parlait de Parcoursup comme d'un complot national. Moi je conduisais vers la maison. Notre maison. Et pour la première fois, depuis très longtemps, le silence avait enfin le goût de la paix. On the ceiling is fine. The floor is fucked. I'm going on a girls' trip for the bank holiday back north and it's a pub on the beach weekend, Pluto. Can I get on a flight right now and come join you, please? Oh my god, that sounds incredible. Oh my god, if I didn't have the dog, I would be running to the airport right now. Oh my god, that sounds... Oh my god, a pub on the beach weekend would heal my soul right now. With music blasting, Chew going on a trip. If I get on the ferry now, I can be there by tomorrow. The ferry's not far. Actually, the ferry's over the water, isn't it? I can't remember where the ferry goes from. But you definitely can't take a dog on a right flight. And he's got no other parents this weekend. It's just me. Oh my god, Soraya! Where the hell have you been? The ferry's time to go on the water.
over the water from the Wirral, you dickheads. Soraya, where have you been, babes? You okay? I could go to the beach this weekend, but it's going to be rammed. I was thinking about driving to Formby with the dog, but it's a sensitive subject. I've missed you. Bless you. What have you been up to? Have you been okay? Michael and Laura, I think your brains just kissed now. You have to kiss. You going to bed? Bye, Gibbo. Thank you for calling. Bye. It's over to see you. Gibbo. It is fun to say in that accent, isn't it? Gibbo. I need to pee. Guys, we're good at hydrating today. Do my eye bags look better? My eye bags look better because I have a really bright light shining in my face. Love it. That was decent. Don't call me decent. I'm really vulnerable today. Like, even the lightest compliments are really going a long way today. Hannah, I'm still spiraling about the thing I was spiraling about yesterday. But I do feel better. I feel a lot better about it. Time to break you then. Don't compliment me. I'm not ready to receive. I should make some food. My local beach will be on the news because if it happens every bank holiday weekend in summer in general. Really? Yeah, rammed is like really, it's just another word for really busy. It's going to be fucking rammed. Hey, happy first day of the month. What's everyone manifesting for the month of May? I'm manifesting getting away from my fucking desk, bro. I'm making some fucking money. New job. Fingers crossed for you, Michael. I would like some new fun clients this month. I really need to make some money. And if I'm going to be spending time at my desk, I want to be streaming and I want to be playing games and having fun, not working. Mostly very boring. I've had to make it busy at work. I had to be in the office a few days this week. I'm sorry. Manifesting my interview having gone well. Fingers crossed. Oh my God, fingers crossed for you, Pluto. Full moon tonight. I know, perfect manifesting. On the 1st of the month as well. Nothing else. Flower moon, is that what it is? That's cute. Well, maybe when I finish stream tonight, I'll sit and journal what I want to manifest. Spring, new beginnings. Full flower moon of Beltane. Is it? Wait, does that mean it's spring equinox? Full moon in Scorpio. Is that why I feel a bit like a bitch today? I really feel like being a bitch to someone. Sorry to all the Scorpios in chat. Is anyone here a Scorpio? That's like the way I describe Scorpios. Love you, Pluto. Double Scorpio. But you're a bitch in a great way. I love Scorpios. Can I just make it really clear that Scorpios are bitches, but I love them for it. Scorpios are everything that I'm not. A Scorpio man ruined my life. That tracks. Same. Really, Soul? They made public transport in my state free all of this month and half price. Wait, that's sick, Michael. How come? Like trains as well? You're a Pisces, Jamie. Probably Pisces. Hi, Alex. A Scorpio man ruined my life could be so many people's autobiographies. My life is currently being ruined by an Aquarius man, which makes sense. Hey, doesn't that make perfect sense? Virgo sun, Cancer moon, Libra rising. Of course you're a Libra rising. That's why you're so charming.